Alors aujourd'hui, on va plonger dans une période vraiment fascinante de l'histoire de l'Afrique de l'Est, juste après la Première Guerre mondiale. On a souvent cette image de la résistance africaine au colonialisme comme une simple montée du nationalisme, une histoire assez linéaire, mais la réalité en fait elle est bien plus complexe, bien plus locale et incroyablement diverse. Allez, on se plonge au cœur de ces multiples visages de la résistance. Pour bien comprendre cette époque, il y a un mot qu'on doit absolument connaître, Siasa. En Kiswahili, ce n'est pas juste la politique au sens où on l'entend. Non, c'est un concept beaucoup plus large. Ça englobe toute forme d'action militante, que ce soit une grande organisation ou même une seule personne qui décide de se lever. C'est vraiment l'expression d'une conscience collective. Et là, on touche à un point crucial, le choc des perspectives. Pour les Africains, Siasa, ça incarnait cette conscience collective face aux injustices coloniales. Mais pour les autorités britanniques, ce n'était rien de plus que de l'agitation menée par des fauteurs de troubles qu'ils appelaient les Wana Siasa. C'est vraiment cette incompréhension fondamentale qui est au cœur des conflits de l'époque. Une des premières et des plus puissantes formes de Siasa, elle ne s'est pas manifestée dans des bureaux politiques, mais plutôt dans les cœurs et les esprits. Il s'agit de mouvements spirituels, religieux, qui ont mobilisé les masses contre le pouvoir colonial. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les populations faisaient face à de nouvelles taxes, on leur prenait leurs terres, il y avait le travail forcé, une crise économique. Dans ce climat de frustration et de spoliation, beaucoup de gens se sont tournés vers des figures religieuses pour trouver de l'aide, pour donner un sens à tout ça, et aussi pour trouver un moyen de protester. L'histoire de Ndonye Wakauti, c'est un exemple parfait. On est en 1922, en pleine sécheresse et crise monétaire. Et là, il annonce que Dieu lui est apparu. Sa vision, elle est incroyablement puissante. Il ne promet pas seulement le départ des Européens, mais aussi un retour à la prospérité et même l'appropriation de la technologie moderne. Forcément, l'administration coloniale l'a vu comme une énorme menace. Il a été arrêté et exilé, ce qui a mis fin à son mouvement. Mais d'autres mouvements ont eu la vie plus dure. Le mumboïsme, par exemple. C'était à l'origine un culte traditionnel, celui de l'esprit du lac, qui a été en quelque sorte réactivé pour devenir une vraie force de résistance politique. Il est né d'un ressentiment très profond contre l'autorité coloniale après les guerres de conquête. Le message reçu par un homme nommé Onyango Dondé en 1913 ne pouvait pas être plus clair. Ce n'était pas juste une prophétie spirituelle, non, c'était un appel direct à la résistance anticoloniale. Et c'est ce message, très explicite, qui a permis au mouvement de se propager aussi vite. Et les instructions du dieu Mumbo, c'était aussi une forme de protestation sociale. Rejeter les vêtements, le travail, l'hygiène imposés par les missionnaires, c'était un rejet total du mode de vie européen, une forme de non-coopération passive. C'était une façon de dire « on n'a pas besoin de votre système pour survivre et encore moins pour prospérer ». À côté de ces mouvements prophétiques, on voit aussi naître des églises chrétiennes indépendantes. La Nomia Luyo Church, par exemple, fondée en 1910, avait sa propre vision, une vision anti-blanche du paradis. Ça montre que même au sein du christianisme, une forme de résistance culturelle et politique était en train de se développer. Bon, passons maintenant à une autre forme de Siasa, menée cette fois par un tout nouveau groupe. C'est la petite élite d'Africains qui avaient reçu une éducation occidentale, qu'on appelait les Assomis. Eux, ils utilisaient les outils du colonisateur, l'écriture, l'anglais, l'organisation politique, pour le combattre. Juste après la guerre, on assiste à une véritable explosion. En Ouganda, au Kenya, un peu partout, des jeunes intellectuels, des enseignants, des employés se mettent à créer des associations pour contester l'autorité coloniale et les chefs qu'elle avait mis en place. Et leurs revendications étaient loin d'être vagues. Prenez la Yom Kavirondo Association. En 1921, ils demandaient des choses très concrètes. La fin du Kipand, cette carte d'identité qui était une humiliation, moins d'impôts, la fin du travail forcé, et même des réformes politiques majeures, comme l'élection d'un président africain. C'était un programme politique moderne et franchement audacieux. Alors, comment les Britanniques ont réagi ? Souvent par la cooptation. L'exemple de l'IKEA est assez frappant. Un missionnaire, l'archidiacre Owen, a réussi à en prendre la direction. Et il a complètement changé son orientation. Fini l'agitation politique, place à des objectifs d'hygiène. Tuer les rats, construire des latrines. L'association a même été renommée. Le feu politique avait été éteint. Mais ce qui est vraiment crucial de noter, c'est que malgré les différences entre les groupes ethniques, les raisons de la colère étaient remarquablement similaires partout. Que ce soit la Yaïka chez les Luo et les Abalouya, ou la Keisea chez les Gikuyu, les grands combats étaient les mêmes. La terre, le kipandé, les impôts et le travail forcé. Ça montre bien qu'il y avait une expérience partagée de l'injustice coloniale. Mais la Siasa, ce n'était pas que les prophètes ou les associations d'élite. Non, la conscience politique, elle germait absolument partout. Dans les fermes, dans les villes, à chaque fois qu'une injustice était commise.
Partout en Afrique de l'Est, des associations de clans se formaient pour contester les frontières administratives qui coupaient leurs terres en deux. Et bien avant l'arrivée des syndicats officiels, il y avait déjà des grèves, des policiers dès 1902, des cheminots en 1908. C'était une résistance du quotidien, peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi significative. Alors une question se pose. Avec toute cette énergie, toute cette contestation, pourquoi est-ce que ces mouvements n'ont pas réussi à fusionner en un grand front nationaliste unifié à l'échelle d'un territoire? Eh bien, il y a eu une tentative majeure, celle de Hari Toukou. Son organisation, l'East African Association, fondée en 1921, était révolutionnaire justement parce qu'elle cherchait à aller au-delà des clivages ethniques. Son nom même montrait une ambition qui couvrait tout le territoire. La stratégie de Toukou, c'était la solidarité. Il a compris que les problèmes du Kipande ou du travail forcé, ça touchait tout le monde. En créant des liens avec les jeunes intellectuels d'autres groupes, il a construit un mouvement qui a sérieusement alarmé l'administration coloniale. C'était précisément cette unité qui leur faisait peur. Et la réponse, elle a été brutale. Le 14 mars 1922, Hari Toukou est arrêté. 2 jours plus tard, une foule de ses partisans se rassemble pour protester. Et là, la police ouvre le feu. Bilan, au moins 21 Africains tués. Ce massacre a littéralement écrasé l'East African Association et avec elle, le premier grand espoir d'un mouvement politique multiethnique au Kenya. Quand on regarde le destin de Nondie Wakauti, de Layo Kaya ou de Hari Toukou, on pourrait être tenté de conclure à un échec. Après tout, beaucoup ont été réprimés, neutralisés ou simplement démantelés. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon de voir les choses? La réponse, c'est un non catégorique. Il ne faut pas les juger sur leurs victoires immédiates, mais plutôt sur l'héritage qu'ils ont laissé. Ils n'étaient peut-être pas la maison, mais ils en étaient les fondations. Et ça, c'est indispensable. C'est là que réside le point crucial. Ces prophètes, ces associations, ces grévistes, ce sont eux qui, les premiers, ont formulé et diffusé un langage de la contestation. Ils ont identifié les injustices, la terre, les taxes, le travail, le Kipande, qui allaient devenir les grands cris de ralliement des mouvements d'indépendance une génération plus tard. Donc cette période, ce n'est pas une histoire d'échec, c'est une histoire d'origine. C'était une multitude de graines de résistance plantées dans un sol qui était devenu fertile à cause de l'injustice. La question qui reste, c'est donc, que faudra-t-il pour que ces graines si diverses et si locales finissent par grandir tout ensemble pour former la forêt d'une nation ?